planifiée, organisée, il y a des conséquences au quotidien pour les usagers qui sont mécontents de la qualité de service, des trains en retard, des trains en panne. Et donc tout ça, derrière, que disent certains usagers, voyageurs? Vivement que ça soit privatisé. Donc tout ça, c'est à la fois idéologique, dogmatique, mais tout ça, c'est préparé de longue date. Et dans le ferroviaire, souvent aussi on dit, enfin les libéraux, les décideurs politiques, disent mais c'est l'Europe qui impose l'ouverture à la concurrence. Alors c'est vrai que la politique de l'Union européenne est très libérale en matière de services publics et singulièrement au niveau du rail. Des entreprises de chemin de fer. Sauf que l'Union européenne n'impose pas de rechef la privatisation, l'ouverture à la concurrence. Et je reviendrai d'ailleurs dans le débat sur un autre aspect, c'est-à-dire la suppression à la fin de l'année des chefs de service sur les quais. Vous savez, les casquettes blanches qui donnent le départ des trains, où la SNCF dit on est obligé, c'est l'Europe qui nous l'impose, alors que c'est pas vrai. Alors si je dis ça, c'est parce que la réglementation européenne, notamment pour ne pas rentrer trop dans le technique, mais il y a un règlement qui s'appelle Obligation des services publics qui fournit des dérogations à l'ouverture à la concurrence dans les transports publics et singulièrement dans le rail. Parce que ce règlement européen permet d'ailleurs à des entités d'attribuer directement le marché de services publics à tel ou tel opérateur. C'est-à-dire que les dérogations se fondent sur des critères d'aménagement du territoire, de sécurité, de géographie, de qualité de service. Donc il est faux d'entendre dire on n'y peut rien, c'est l'Europe qui nous impose l'ouverture à la concurrence. Alors avant de se lancer tous azimuts dans l'ouverture à la concurrence des services voyageurs, de transport voyageurs, on ferait mieux déjà de tirer le bilan de l'ouverture à la concurrence du transport de marchandises par rail, qui sévit depuis 2003-2006. C'est une véritable catastrophe. Si c'est ça, la concurrence demain dans le service des voyageurs, je garantis qu'on va connaître d'autres dysfonctionnements qu'on connaît aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, mais c'est écœurant d'ailleurs de constater cette situation. D'ailleurs, hier encore, avec cette grève des jeunes pour le climat, aujourd'hui les marches pour le climat, de plus en plus les opinions publiques disent maintenant, on en a marre de l'inertie de nos politiques, il faut effectivement agir concrètement pour diminuer le réchauffement climatique, et donc privilégier des modes alternatifs à la route, qui est quand même un grand émetteur de pollution et notamment de gaz à effet de serre, donc privilégier les modes les plus sûrs, les plus économes en énergie, les moins polluants, à savoir le rail et le fluvial. Mais les actes politiques qui sont posés, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et on continue de casser l'outil public qu'est la SNCF, parce qu'on est sous la pression de lobbies routiers et pétroliers, et on a une politique anti-ferroviaire, anti-service public, mais surtout anti-ferroviaire. Donc c'est de ça. Alors, j'en termine là-dessus. Faisons les bilans déjà dans le transport de marchandises par rail, parce que bon, je ne veux pas détailler, mais je pourrais, mais ça serait trop long. Par contre, on a aussi dans d'autres secteurs l'énergie, on en parlait, le gaz. Depuis que c'est privatisé, les tarifs ont augmenté de 65%. La EDF, même s'il y a encore le capital public, mais on va sur les mêmes voies, et d'ailleurs, en plus, on va plus loin maintenant, puisque d'ailleurs, à juste titre, les salariés d'EDF étaient en grève il y a 2 jours, contre le démantèlement de nouveau de l'EDF. Et donc, on peut, alors, et les autoroutes également. Les autoroutes, on nous présente toujours l'ouverture à la concurrence et la privatisation comme étant, je dirais, bénéfique aux consommateurs, usagers, citoyens. Mais on s'aperçoit rapidement que c'est le contraire. Et les autoroutes, quand même, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est 4,7 milliards de dividendes, de milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires, et les sociétés d'autoroutes, donc, qui ont mis la main sur le pactole en 2005, font 2 milliards de bénéfices par an. Et avant, ça c'était de l'argent qui rentrait dans les caisses de l'État et qui permettait à la fois de financer des infrastructures de transport,
et d'améliorer les conditions de transport. Alors j'en termine sur la concurrence dans le rail. Je vais reprendre une interview d'un ancien président de la SNCF dans La vie du rail du 22 mars 2018, donc c'est le Floch Prigent. Il dit voilà, on peut essayer de mieux gérer le monopole, mais je ne vois pas en quoi le fait d'enlever le monopole à la SNCF pour le confier notamment à la RAFER, qui est l'agence de régulation des activités ferroviaires et routières maintenant, va conduire à diminuer les coûts et à augmenter l'efficacité du système. On a un monopole naturel et si on instaure la concurrence, cela augmente les coûts. Et il dit en substance, on a mis le bazar dans l'électricité, c'est-à-dire avec la libéralisation de l'énergie, donc, et on est en train de le mettre dans le ferroviaire. Et quand on aura la catastrophe comme l'Angleterre l'a eu, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. C'est pas la CGT ou des associations qui le disent, c'est l'ancien président de la SNCF. Donc voilà, c'est qu'il faut avoir aussi ces éléments-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est un peu culpabilisé. Hein, je reviendrai aussi sur le coût du rail, sur ce que dit Pépi, parce que Pépi, maintenant, bon, il s'en va, mais c'est tant mieux. Mais quand il culpabilise, je dirais, les cheminots et ceux qui défendent le service public, en disant on est obligé de fermer la gare, parce que c'est le contribuable qui paye, hein, parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde, là aussi, il faut démonter ce genre d'argument.